Et c'est parti pour de nouvelles aventures de physique-chimie terminale. On est sur le chapitre analyse physique d'une solution, loi de Beer-Lambert, loi de Kolchrot. Dans cet exercice, on va travailler exclusivement sur la loi de Beer-Lambert. Voilà, on est sur un sujet bac. Je te le montre. Alors, hop, j'allume ma tablette en même temps. Donc, on est sur un sujet bac que j'ai mis sur différentes pages. Voilà, première page, deuxième. Donc là, on aura deux questions. Ensuite, on aura deux autres questions. Ah non, deux autres questions ici. Encore deux derrière, et puis deux pour finir. Voilà, il y a 8 questions en tout. Franchement, c'est pas un sujet difficile. Donc, bac 2022 sur 5 points. Tu as vu, exercice, tu as le barème ici. Il fait partie des, enfin, ça faisait partie des exercices au choix sur le sujet où c'est tombé. On va le traiter intégralement. On va lire ensemble, mais il faut que tu le lises par toi-même. Donc, pour le lire par toi-même, c'est bien d'aller voir directement le sujet sur Internet. Tu connais les sites pour ça. Et puis moi je vais te proposer ma correction et mes explications, d'accord? Voilà, donc on y va. Et comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, si tu trouves que ces vidéos sont pertinentes, là on est sur un exo-bilan, même s'il est facile, ça reste quand même un bel exercice bac. Eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Tu as un petit bouton en bas à droite de la vidéo, tu cliques dessus, tu es abonné, tu participes à faire grandir la chaîne. Et moi je te remercie pour ça. On y va, let's go. La spiruline est un produit à base de cyanobactéries, généralement séchées et broyées. Ce produit est vendu blablabla. Pour une quantité et pour une qualité optimale du produit fabriqué, je suis allé là directement, il y a l'écriture en gras. La teneur en phycocyanine doit être comprise entre 10 grammes et 15 grammes pour 100 grammes de spiruline déshydratée. Alors attends, ça, faut que je te l'explique à part. Une teneur, c'est quoi une teneur? Une teneur, donc teneur, là c'est une teneur massique puisque on nous parle de masse, t'as vu? Gramme, gramme. Donc teneur massique. La teneur massique, c'est quoi? C'est le rapport entre la masse du produit qui t'intéresse, donc la masse de l'espèce en fait qui t'intéresse, l'espèce que tu étudies, sur la masse du produit total. Je vais mettre produit total pour te caractériser le fait que je parle de l'ensemble du produit. Tu vois, dans la spiruline, tu n'as pas qu'un seul élément. Il y a plusieurs éléments, dont de la phycocyanine, c'était expliqué dans le texte que j'ai zappé, dont de la phycocyanine. Et la phycocyanine, c'est l'espèce qui nous intéresse en particulier. C'est vraiment cette espèce-là qu'on va étudier dans ce sujet, dans cette thématique. Donc, quand tu veux la teneur d'une certaine espèce dans un certain produit, tu fais le rapport des masses entre la masse de l'espèce sur la masse du produit total, ou la masse totale du produit. Voilà. Donc là, ils te disent que si tu te ramènes à 100 grammes de spiruline, 100 grammes de produit, alors la quantité de phycocyanine doit être comprise entre 10 et 15 grammes. 10 à 15 grammes pour 100 grammes. Donc ça veut dire entre 10% et 15% en gros de teneur massique. Et dès qu'on lit ça en fait dans un énoncé, on s'attend à l'avance. Tu vois, quand je parle dans d'autres sujets, dans d'autres vidéos, quand je te parle de stratégie, maîtrise de la stratégie, en fait, quand tu es sur des exos de physique, de chimie, même de maths, en fait, c'est que quand tu lis ton sujet, quand tu lis ce genre d'informations, tu t'attends directement à l'avance de quoi on va te parler. Tu t'attends à ce qu'on va te demander de vérifier cette teneur massique. Voilà, c'est logique. Excuse-moi, je perds mes mots, il est presque 23 heures, j'en sais rien. Je commence à fatiguer. Tu t'attends à ce qu'on te pose la question sur la teneur massique et qu'on te demande de retrouver cette teneur massique. On s'y attend, donc on sait qu'il va falloir trouver un résultat compris entre 10 et 15% en masse de phycocyanine. Ok? Donc deux parties. Dans la partie A, on s'intéresse à la validité d'une méthode de dosage par spectrophotométrie, Beer-Lambert. Dans la partie B, on utilise cette méthode pour déterminer la qualité de la spiruline. Voilà. Validité partie A d'une méthode de dosage. On met en œuvre une méthode de dosage de la phycocyanine par spectrophotométrie suivant le protocole ci-après. On dispose d'une solution mère de phycocyanine notée S0 de concentration en masse C0 égale nanana mg par litre. Attention, on parle d'une concentration massique. Même si la note C0 et que toi tu as l'habitude de cette notation pour une concentration molaire, il suffit de regarder les unités pour savoir qu'on te parle ici d'une concentration massique. Mais si on nous parle d'une concentration massique, c'est peut-être qu'on va parler uniquement en concentration massique dans tout l'énoncé, tu vois. Et puis je remarque que j'ai 3 chiffres significatifs. Préparer une gamme de 5 solutions notées S1, S2, S3, S4, S5 par dilution à partir de la solution mère. Mesurer l'absorbance de chacune des 5 solutions à une longueur d'onde fixée. Tracer le graphique présentant l'absorbance en fonction de la concentration. Mesurer l'absorbance de la solution étudiée, en déduire sa concentration par lecture graphique. Voilà les points qui concernent la validité de la méthode de dosage. Dans les données, on a évidemment le spectre d'absorption de la phycocyanine qui est ici.
Bon, j'ai rétréci un peu, mais l'essentiel, c'est qu'on voit le pic d'absorption. On considère que dans les solutions étudiées, seule la phycocyanine absorbe la lumière dans la gamme de longueur d'onde considérée. Le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de phycocyanine est donné ci-contre. Voilà. Donc, on a l'habitude d'aller exploiter ce genre de documents pour donner la longueur d'onde de travail. Donc, on s'attend également, toujours dans la maîtrise de la stratégie, à ce qu'on nous demande quelque part d'aller donner le lambda max qui correspond au maximum d'absorption. Alors les deux premières questions, je ne les ai pas mises sur cette page-là. Je les ai mises ici. Décrire un protocole de dilution permettant d'obtenir 100 ml de la solution S2 de concentration C2 égale 5 mg par litre à partir de S0. Donc là, c'est protocole de dilution. Ici, on est sur une question de niveau première, en fait, quelque part, parce que c'est en première que tu étudies véritablement les dilutions. Mais bien sûr, quand on est sur un niveau terminal, on peut te demander clairement d'aller exploiter des compétences de première. C'est logique, on est dans la continuité. Donc sur les dilutions, sur les dissolutions, tout ça, c'est des compétences de première. Si tu ne les maîtrises pas, il faut que tu les maîtrises. Il y a des vidéos sur ma chaîne pour ça. Si j'y pense, je mettrai le lien au-dessus de ma tête. Mais sinon, tu tapes dans la barre de recherche et tu iras directement sur les vidéos de dilution, de dissolution. Mais tous ces trucs-là, il faut les maîtriser. Alors pour les dilutions, à mon sens, la première chose qu'il faut chercher, c'est le facteur de dilution que tu peux trouver en exploitant la concentration de la solution mère et la concentration de la solution fille. Facteur de dilution, parce que c'est lui qui va nous permettre de déterminer le volume à prélever de solution mère, donc de déterminer quelle pipette jaugée j'utilise. Et tu as besoin, pour mettre le protocole de dilution, tu as besoin d'utiliser le bon vocabulaire, mais aussi de définir les volumes utilisés, okay, de les préciser. Donc pour ça, tu ne peux pas les inventer. Facteur de dilution K. Le facteur de dilution, c'est la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille. Donc on avait de mémoire 25,0 mg par litre. Et la concentration qu'on veut, c'est 5,00 mg par litre. Ouais, c'était bien 25,0. Ok, donc 25 sur 5, ça fait 5 évidemment. Ça veut dire que j'ai un facteur de dilution qui vaut 5. Or, le volume de solution fille sur le volume prélevé de S0, ce rapport-là, le rapport des volumes, doit aussi être égal au facteur de dilution. Ça provient directement de la conservation de la quantité de matière lors d'une dilution. Mais tout ça, je ne te la explique pas. Je t'ai dit, il faut que tu ailles regarder la vidéo qui t'explique ça sur ma chaîne éventuellement. Tu comprendras tout ça. En tout cas, le rapport des volumes égale le facteur de dilution. Ce qui me permet de déduire que le volume prélevé de solution mère, le volume que je dois prélever de S0 va être égal à volume de solution fille, donc le volume V2. Je peux écrire ici là que c'est V2, voilà, divisé par le facteur de dilution. Et le volume V2, on me le donne là. J'ai tout effacé, c'est bon. Le volume V2, on me le donne ici, hop, 100 ml, donc 100 divisé par 5. 100 divisé par 5, ça nous fait 20. Donc volume à prélever de solution S0, c'est 20,0 millilitres. Voilà, on parle en millilitres puisque j'ai utilisé ici un volume en millilitres. D'accord? Donc je sais que je dois prélever 20 millilitres de solution mère et ça, je prélève avec une pipette jaugée. Donc en déterminant ce volume, je sais que je vais utiliser une pipette jaugée de 20 millilitres. Et maintenant, je peux écrire le protocole. Donc, protocole. Premier point, je l'écris en rapide. Premier point, verser solution mère S0 dans un bécher. Pour ne pas travailler directement dans le bidon qui contient ta solution mère, tu verses un certain volume de S0 dans un bécher. Ensuite, prélever VP égale 20,0 ml à l'aide 20,0 ml de S0 à l'aide de quoi? À l'aide d'une pipette jaugée de 20 ml. Pipette jaugée 20 ml. Bon, j'écris un peu vite parce que je te détaille le truc, mais je veux pas non plus qu'on passe trop de temps sur la rédaction. Une fois que tu as prélevé le volume de 20 ml, tu verses ce volume. Verser ce volume
Verser avec un C, on aura tout vu. Verser ce volume VP dans une fiole jaugée. Fiole jaugée de 100 ml. Donc pareil, il faut utiliser une fiole jaugée pour faire ta solution fille. Une fiole jaugée de 100 ml complétée à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Alors tu peux compléter jusqu'aux 2 tiers, ensuite homogénéiser en agitant et à nouveau compléter jusqu'au trait de jauge. Bon là je vais mettre directement compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc tout ça c'est le vocabulaire technique qu'il faut maîtriser, trait de jauge. Qu'est-ce qu'on a dit? Boucher, puis agiter. Oui, on met un bouchon parce que si tu agites sans bouchon, ça va gicler. Boucher, puis agiter. C'est prêt. Non, je mets pas c'est prêt, mais t'as compris. C'est bon? Compléter à l'eau distillée, j'ai rien oublié. Ok, allez, du coup, qu'est-ce qu'il nous demande en question 2? Indiquer une valeur de la longueur d'onde. Bah tiens, regarde, adapter pour mesurer l'absorbance de la solution à l'aide du spectrophotomètre. Donc question 2. On se place à une longueur d'onde lambda. Ou à la longueur d'onde, pardon. La longueur d'onde lambda correspondant au maxi d'absorption. Et alors là, on va citer le document où on va aller chercher l'information. Et le document, c'est la figure 1. D'après, si j'ai bonne mémoire, d'après figure 1. Yes, elle s'appelle bien figure 1 d'après figure 1. Donc on regarde ici, ça normalement tu sais faire. Tu te mets au niveau du lambda max. Voilà, au niveau du Amax, pardon. Et puis ici, tu es à peu près à... Bon, j'ai pas les graduations bien précises parce que j'ai rétréci le document, mais on est à peu près à 615, 620, je pense, dans ces eaux-là. Donc d'après figure 1, lambda égale 620 nanomètres et la bonne longueur d'onde. Mais je balance pas ça comme ça, ok? Je mets pas question 2, lambda égale 620 nanomètres. J'explique que je vais me mettre là où j'ai un maximum d'absorption, donc là où A est maximum. Après, je cite le document et puis je donne ma réponse, ok? Donc ça, les deux premières questions, c'est traité. On va passer sur la suite. La suite, on est là. Bah, direct, on voit du Beer-Lambert. Donc on s'attend à ce qu'on nous fasse exploiter, toujours dans la maîtrise de la stratégie, qu'on nous fasse exploiter la droite qu'on devine ici. On peut même la tracer. On va peut-être utiliser le coef directeur, je ne sais pas, on va voir. Et en fait, cette maîtrise de la stratégie dont je te parle, c'est essentiel si tu veux aller taper des bonnes notes en physique-chimie. En maths, c'est pareil. Mais en physique-chimie, en fait, c'est plus spécifique parce que on a des exercices qui sont plus costauds, des exercices qui te font un peu plus mal. Donc c'est là qu'il faut vraiment que tu apprennes à développer cette technique-là. De t'attendre, de savoir à quoi t'attendre sur les exercices. Les trucs répétitifs, les trucs qui reviennent souvent. C'est pour ça que j'ai fait des exobilans que tu retrouveras sur mon site. Tu as le lien en descriptif de la vidéo, comme sous toutes mes vidéos. J'ai fait des exobilans qui ne sont pas sur YouTube, qui sont sur mon site directement en accès réservé. Et ces exobilans, en fait, ils reprennent les questions les plus classiques que tu vas ressortir dans les contrôles, les interros, les DS, les questions bac, parce que c'est des exos type bac. Donc forcément, moi j'en ai sélectionné et je les ai résolus en vidéo, comme je fais sur YouTube, mais c'est sur mon site. Pourquoi? Bah parce qu'en travaillant sur des exos de ce style, tu vas apprendre à développer les vraies compétences, à comprendre les vraies attentes au niveau de la correction, les vraies façons de rédiger. Et c'est ça qui fait que quelque part, tu arrives sur ton contrôle, à un moment donné, tu t'attends à toutes les questions qu'on va te poser, il n'y a pas de surprise, et puis tu tapes ton 20, quoi, ou ton 18, ou ton 17. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, en vérité. Donc, plus tôt tu comprendras ça, et plus tôt viendront les bonnes notes. Pour valider la méthode de dosage mise en œuvre, on dispose d'une solution aqueuse étalon de phycocyanine. Je vais bugger sur ce nom tout du long. Phycocyanine. Notez SE. J'ai jamais lu ce mot-là avant quoi, de faire ce sujet. Notez SE de concentration en masse connue, CE égale 15 mg par litre. On cherche à savoir dans un premier temps si cette méthode permet de retrouver cette valeur. Donc en fait, on a la concentration en masse, si je comprends bien le truc, et on veut juste vérifier avec la solution SE dont on dispose, on veut vérifier en fait que notre courbe d'étalonnage va bien nous redonner CE égale 15 mg par litre.
Bah testons, on va continuer, on va regarder. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus. Donc on a les solutions S1, S2, S3, S4, S5 qui ont été faites à la question d'avant. Pour chaque solution, on a sa concentration. D'ailleurs, nous, on a travaillé avec la solution S2 pour écrire le protocole de dilution. On a la concentration et l'absorbance. Et grâce à ces données, on a tracé l'absorbance en fonction de la concentration. Il te donne tout, c'est la figure 2. Et on va te demander, voilà, rappeler la loi de Beer-Lambert, discuter l'accord des mesures obtenues avec cette loi. Donc les mesures obtenues, c'est la figure 2, d'accord? C'est pas d'aller regarder le tableau et de dire, est-ce que c'est en accord avec cette loi? Parce qu'il y a plus simple que ça. Le plus simple, c'est de regarder la figure obtenue grâce au résultat des mesures et de dire, ok, c'est en accord avec la loi de Beer-Lambert. Pourquoi? C'est ce qu'on va rédiger tout de suite. Donc question 3. Il nous demande d'abord de rappeler la loi de Beer-Lambert. Donc on va la rappeler, loi de Beer-Lambert. Loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert, elle nous dit que l'absorbance, c'est égal à epsilon. Non, on va directement écrire K fois C, parce qu'il ne nous demande pas d'être précis à ce point-là. Donc on va préciser les éléments. A, c'est l'absorbance. On précise les éléments et puis on précise les unités. La concentration, c'est... J'étais en train de dire l'unité de K, peut-être que tu as bugué parce que, éventuellement, concentration de la solution... ou concentration de l'espèce en solution. Et K, en fait, peut-être tu as bugué parce que c'est pas le genre d'élément dont on se souvient de l'unité. Donc là, on va écrire coefficient de proportionnalité. En fait, K, c'est le epsilon. Le epsilon L. Parce que tu peux aussi écrire la loi de Beer-Lambert, epsilon fois L fois C. Comment se souvenir de l'unité de K, en fait? Bon, regarde, je te montre un truc. A égale... K égale, epsilon fois L fois C. Le truc, c'est l'analyse dimensionnelle. Je t'en parle tout le temps. Quand on fait de la physique-chimie, je t'en ai parlé sur ma chaîne dans des vidéos dédiées à ça. Analyse dimensionnelle, je t'en ai parlé dans des vidéos de motivation. C'est un outil puissant. Il faut que tu maîtrises cet outil. Il te permet de retrouver tes unités et de t'en sortir, même de retrouver des formules. Là, par exemple, on va utiliser l'analyse dimensionnelle pour essayer de retrouver les unités. Si je ne m'en souviens pas, comment je fais? Tout ça, c'est les petits plus que je t'apporte, tu vois, les trucs qui me viennent en tête au moment où je fais la correction. Je me dis, tiens, ça, c'est le moment que je t'explique. Donc là, tu prends ton stylo et puis tu prends en note. On sait, bien sûr, il faut savoir deux, trois petites choses, que A est sans unité. Donc, on sait, puisque A est sans unité, que ici à droite, les unités vont s'annuler. La concentration, si tu la mets en, grammes par litre, okay, si on parle non pas en mol par litre, mais en grammes par litre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les unités de epsilon fois L, l'unité de epsilon fois L, ça va être quoi? Globalement, l'unité de epsilon fois L, ça va être des litres par gramme. Obligatoirement, ça va être des litres par gramme. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, pour annuler des grammes par litre, il faut que tu multiplies ça par des litres par gramme. L'inverse, ok? L, c'est en centimètres, c'est la largeur de solution traversée. C'est en centimètres. Donc si epsilon fois L, ça te fait des litres par gramme, eh ben ça veut dire que epsilon, c'est en litres, gramme moins 1, centimètre moins 1, et L en centimètres. Et effectivement, quand tu vas faire des litres, gramme moins 1, centimètre moins 1, et que tu multiplies ça par des centimètres, autrement dit, quand tu fais epsilon fois L, d'accord? Centimètre moins 1 centimètre, ça va dégager. Il te reste bien des litres par gramme. Voilà, ok? Tout ça, c'est de l'analyse dimensionnelle. Donc ça me permet de retrouver mes unités, de savoir éventuellement préciser les choses quand j'écris des relations. Donc là, par exemple, je pourrais écrire que K, le coefficient de proportionnalité, il est nécessairement, je vais juste mettre son unité, il est nécessairement en litres, gramme moins 1 ou milligramme moins 1 dans le cas de figure qui m'intéresse. Parce que là, en fait, en abscisse, tu as des milligrammes par litre. Donc du coup, le coefficient K, il va être en litres par milligramme pour que le tout s'annule au niveau des unités pour que A soit bien sans unité. Ok? Donc ça, c'est une petite aparté juste sur l'analyse dimensionnelle. Quand tu écris une relation, précise les unités. Et si tu ne te souviens pas des unités, genre ici,
parce que le epsilon, le L, c'est pas des trucs qu'on manipule habituellement. Et puis on a peut-être envie de mettre une unité au coefficient directeur parce qu'il en a une en fait, comme je viens de te le montrer. Ben, quand on ne se souvient pas, on retrouve avec l'analyse dimensionnelle. D'accord? Voilà. Ça t'a plu? Bah abonne-toi à cette chaîne alors. Dis-le moi. Dis-le moi en commentaire si tu as aimé cette petite technique sur l'analyse dimensionnelle. C'est des petits trucs en plus ça. Yes, oublie pas de t'abonner, hein, c'est très important. En précisant la méthode, ah non, on n'a pas fini. Discuter l'accord des mesures obtenues avec cette loi. Donc en fait, là, on va parler physique et mathématiques. A égale K fois C. A égale K fois C, ça veut dire quoi mathématiquement? A égale K fois C, alors A est proportionnel à C. Or, A égale F de C est représenté par une droite passant par l'origine. Et puis on peut marquer entre parenthèses points expérimentaux alignés avec l'origine. Ça, je le précise. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on dit c'est représenté par une droite passant par l'origine, le document, tu le rends pas forcément avec ton sujet. Donc peut-être que tu n'auras pas pensé à le reproduire sur ta feuille et à reproduire cette droite-là. Mais si tu dis que tous les points sont alignés plus ou moins suivant une droite qui passe par l'origine, dans ce cas-là, tu as désigné, tu as décrit en fait concrètement cette droite-là qu'on peut tracer sur le document. Ok? Et là, il n'y a pas de lézard, on a dit ce qu'il fallait. Donc, comme théoriquement A est proportionnel à C et que expérimentalement on remarque effectivement que A égale F de C est représenté par une droite qui passe par l'origine, alors le résultat expérimental, le résultat XP, entre parenthèses la droite, on va mettre le mot technique, la droite d'étalonnage. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Le résultat XP confirme ou valide la loi de Beer-Lambert. Ok. En précisant la méthode utilisée, déterminer la concentration en masse CE de la solution SE. En précisant la méthode utilisée, bah, tu sais quoi, pareil, pour le petit truc, comme on est sur la petite vidéo pour t'aider et te montrer tout un tas de choses, on ne va pas se contenter de répondre au plus rapide, je vais te montrer deux méthodes. Même si, dans le document, j'ai cru lire tout à l'heure, là, ce point-là, mesurer l'absorbance de la solution étudiée et en déduire sa concentration par lecture graphique. Lecture graphique, donc tu vois, on a une absorbance pour la solution SE de 0,54. Lecture graphique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me place à 0,54, donc 0,54, je suis là. Je me projette sur la droite d'étalonnage, puis je reviens au niveau des abscisses et je vais lire en abscisse la valeur de la concentration. Voilà, ça c'est lecture graphique, tu vois. Mais on peut faire aussi autrement, on peut aller chercher le coefficient directeur. Et j'ai envie de te le faire avec le coefficient directeur parce que c'est aussi une autre façon de te montrer un truc en plus. Donc, pour la question 4, on va parler de lecture graphique directe. Lecture graphique directe. Voilà. Direct. Je sais pas, le cerveau, quand il se met en bug comme ça et qu'il voit pas qu'il écrit des choses bizarres, je me demande ce qui se passe à l'intérieur pour que ça arrive. La fatigue. Lecture graphique directe. Alors, on se place en ordonnée, parce qu'il demande de préciser la méthode, donc je vais écrire 2-3 petites phrases. On se place en ordonnée à A égale 0,54. On se projette sur la droite. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas, quand tu répondais sur ta copie pour ce sujet bac là, le graphique n'était pas sur la copie, donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il demandait de préciser la méthode pour décrire en fait. On se projette sur la droite d'étalonnage, puis on lit l'abscisse du point de la droite. Et l'abscisse du point de la droite, c'est CE, environ égal à 14,5, je crois, c'était milligrammes par litre.
Voilà. Ça, c'est la première méthode. Autre méthode dont tu auras peut-être besoin dans d'autres exercices. Et je sais qu'il y a des exercices où spécifiquement, on va te faire résoudre la situation avec cette méthode-là. Donc, autre méthode. A égale K fois C. Ce qui équivaut à C égale A sur K. On va aller chercher la valeur de K. Donc, déterminons K. Déterminons K. Entre parenthèses, coefficient de proportionnalité, c'est aussi le coef directeur donc de la droite. Il y a plein de types d'exercices en physique comme en chimie où on te demande de savoir exploiter un coefficient directeur de droite. C'est vraiment un truc ultra important en terminale spé physique chimie. Retrouver des coefficients directeurs de droite, c'est importantissime. On a deux points, évidemment je prends le point 0, 0 l'origine et puis je prends ce point là qui est pile poil sur la droite qui correspond au point S5 et je vais utiliser ces deux points pour aller chercher K. Donc là il faut faire delta Y sur delta X. Je te dis la formule en mode mathématique. Donc 0,72 moins 0 sur 20 moins 0. 0,72 moins 0 sur 20 moins 0. Ça fait quoi ça? 0,72 sur 20. Ça te fait 0, non, 3,6 10 moins 2. Alors si tu veux faire le malin, là tu mets l'unité. Et l'unité, on a dit que c'était des litres par milligramme. Voilà. Ça c'est pour faire le malin sur ta copie. Et puis après, du coup, CE, c'est égal à l'absorbance de la solution E divisé par K. Autrement dit, 0,54 divisé par 3,6 10 moins 2. 0,54 sur 3,6 10 moins 2. Et là, tu trouves 15 direct. Et tu mets l'unité, bien sûr. Ok? Sachant qu'on était censé retrouver 15. Voilà. On nous disait ici que la concentration connue, c'était 15 mg par litre. Donc, on est censé retrouver cette valeur. Donc, question 4, c'est bon. Maintenant, on part sur question 5-6. Là, c'est une histoire d'incertitude de mesure. Donc, deux petites questions autour des incertitudes pour manipuler ça. C'est bien qu'il y ait ça dans cet exercice. Comme ça fait l'occasion d'en parler ici. Le même mode opératoire est répété 10 fois. Les résultats obtenus sont réunis ci-dessous. Donc, on a 10 résultats pour la concentration CE. La valeur de l'écart type de cette série de mesures est 0,53. L'incertitude type d'une grandeur x associée à la moyenne grand N mesure est donnée par cette formule-là. Calculer la valeur moyenne CE bar. Et après, calculer l'incertitude type. Et après, on te demande d'écrire le résultat de la mesure avec son incertitude type en conservant 3 chiffres significatifs sur CE. Let's go. Donc, pour la valeur moyenne, tu fais 14,2 plus 14,7. Je ne vais pas t'expliquer comment faire une moyenne. Tu ajoutes toutes les valeurs qui sont dans le tableau. Tu divises par 10. D'accord? On le fait ensemble. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu veux. Non, accélérer la vidéo. Parce que là, je vais devoir quoi? Faire le truc à la calculette. 14,7 plus 15,2. Faut pas que je me plante. C'est très très dur. Non mais je fais le malin et puis en fait mon doigt il va ripper et je vais taper un faux truc. Ça va être tout pourri. Alors on nous demande de garder 3 chiffres significatifs. Moi je trouve environ 14,8. C'est dans les cordes, enfin c'est dans les clous, pas c'est dans les cordes. C'est dans les clous, c'est dans l'ordre de grandeur. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Milligrammes par litre, n'oublie pas l'unité surtout. Après, on a la valeur de CE. On te demande la valeur de UCE. Sigma divisé par racine de 10. Et alors, tu vois, là, tu as une valeur précise au dixième. Ok, tu n'as qu'un seul chiffre après la virgule. Ça veut dire que pour ton incertitude, de toute façon, il faudra que tu exprimes UCE avec un seul chiffre après la virgule. Parce qu'il faut que l'incertitude type, elle soit avec la même précision en fait que ta valeur de concentration, ta valeur moyenne. Donc on va voir le résultat que ça donne et puis on décidera de comment l'écrire en fonction de ce qu'on obtient. 0,53, donc là je prends sigma qui donne ici là, divisé par racine de 10. Ok, ça nous fait, tu vois, ça nous fait 0,16, 7, etc.
Donc on va garder 0,2. Tu vois, 0,2 mg par litre. Un chiffre après la virgule, pour être cohérent avec l'écriture de la valeur moyenne de CE, d'accord? Écrire le résultat de cette mesure avec son incertitude type en conservant 3 chiffres significatifs. Donc, la valeur de CE, c'est CE moyenne plus ou moins l'incertitude type. Autrement dit, 14,8 plus ou moins 0,2 mg par litre. On n'oublie pas l'unité. Et autre façon de l'écrire, c'est ça. CE réel, la concentration réelle, elle doit être comprise entre la concentration moyenne moins 0,2 et la concentration moyenne plus 0,2. Autrement dit, entre 14,6 et 15. Voilà la fourchette dans laquelle était censée être compris la concentration qu'on avait retrouvée. Et nous, on a retrouvé 15. Donc c'est bon. On a retrouvé 15. CE égale 15. Enfin, soit 15, soit tu reprends... qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? 14,5. Ah, 14,5. Alors là, du coup, si jamais tu avais fait ça, c'est compliqué parce que... Attends. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. Ouais, on était après 14,5. C'est moi qui ai abusé. J'aurais dû mettre 14,8 ou un truc comme ça là. Ou 14,7. Donc là, en fait, si tu as mal lu comme moi, si tu trouves que tu as abusé, tu te corriges. C'est pour ça qu'il faut toujours se relire. Tu vois, là, c'est une astuce encore. Tu es sur ta copie, tu es le nez dans le guidon. Non, reste pas trop le nez dans le guidon. À un moment donné, relis ce que tu as mis à la question d'avant. Là, je te donne les méthodos, en fait, les bonnes méthodos quand tu es en situation réelle. Faut pas que tu oublies quand tu es à la question 6 ce qu'on a dit à la question 4, par exemple. Tu vois, il faut, parce que les choses sont liées. Donc, il faut que tu vérifies les cohérences au fur et à mesure. Et si tu te rends compte que tu as un truc qui n'est pas cohérent, t'as vu, moi j'avais mis 14,5 parce que j'ai regardé rapidement tout à l'heure. Alors, soit tu as bidouillé ton résultat, entre guillemets, tu arranges ton résultat, voilà, tu le maquilles. Ok, on va appeler ça du maquillage. Soit tu corriges si tu trouves que tu as fait un truc un petit peu trop olé olé, tu te corriges. Là, moi j'ai mis 14,5. En vérité, on est un peu plus à droite de la moitié de 14 et 15. Donc, je suis plus à 14,7. Je corrige, tu vois, je prends l'effaceur, tac, un petit coup d'effaceur, je remets ma décimale qui va bien pour pouvoir conclure ici. Ah bah oui, je suis bien entre 14,6 et 15. De toute façon, ton correcteur, il verra pas les différences, il saura pas dans quel sens tu as fait le schmilblick, tu vois. Il faut être malin comme ça. Ça, c'est des techniques d'ingénieur. Quand tu bidouilles tes résultats. Tu diras pas que je te l'ai dit. En accord. Ok. Je crois qu'on a répondu aux deux questions là. Conclure quant à la validité de la méthode de dosage, c'est juste de regarder si on est bien dans l'intervalle. Voilà, partie B, contrôle de la qualité de la spiruline. On utilise cette méthode de dosage pour vérifier la teneur de phycocyanine. Ah, j'ai pas ripé là. De la spiruline déshydratée fabriquée par l'entreprise. La solution de spiruline à doser, notée S, est réalisée en dissolvant 5 mg de spiruline. Donc là, en fait, tu as la masse du produit total, dont je t'ai parlé tout à l'heure en tout début de vidéo. C'est les 5 mg de spiruline. On va regarder dans ces 5 mg combien tu as de masse de phyto... Non, ah merde, phycocyanine. Purée, non, j'ai... Tant pis. Alors donc on dissout 5 mg dans 50 ml d'eau déminéralisée. L'absorbance de cette solution mesurée dans les mêmes conditions expérimentales que précédemment est AS égale 0,44. Donc ça c'est très important, on est dans les mêmes conditions expérimentales. Ok? Donc si tu es dans les mêmes conditions expérimentales, ça veut dire, quand on va te demander question 7, déterminer la concentration en masse de phycocyanine de la solution de spiruline, là on peut dire d'après question 4, puisque c'est en question 4 qu'on a fait ça. On va pas refaire une lecture graphique. On a bien fait de faire la méthode avec le coef directeur, parce que regarde ce que je vais marquer. Je vais écrire d'après question 4. C'est
Pour ça, moi, je préfère la méthode avec le coef directeur, en fait. C'est beaucoup plus net que la méthode de lecture graphique. D'après question 4, concentration égale absorbance sur coefficient directeur, coefficient de proportionnalité. Donc, la concentration S, elle est égale à 0,44 sur, et on avait 3,6 10-2. Je vérifie, excuse-moi, mais je veux être sûr de ne pas écrire de bêtises. Yes, on avait 3,6 10-2, t'as vu? Donc voilà, je calcule, et on regarde ce que ça fait, 0,44 sur 3,6 10-2. Donc ça nous fait environ 12. Regardant deux chiffres significatifs, tu as environ 12 mg par litre, d'accord? Ça, c'est la concentration en masse. Calculer la teneur en phycocyanine exprimée en grammes pour 100 g de spiruline déshydratée. Conclure sur la qualité. Calculer la teneur en phycocyanine dans la spiruline déshydratée. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait tourner la phrase. Conclure sur la qualité de la spiruline déshydratée. Donc on est censé retrouver entre 10 et 15. On l'avait analysé en tout début d'exercice. Tu as vu la question 8, ça correspond effectivement à ce qu'on s'était dit à la lecture de l'énoncé. À la fin, on va nous demander de vérifier une teneur. On y est. Donc on y est. Question 8. La teneur massique. La teneur massique, elle est égale à la masse de phycocyanine, phyco blablabla, divisé par la masse de spiruline. On a travaillé avec un échantillon de 5 mg de spiruline. Et on a fait avec ces 5 mg une solution S de volume 50,0 ml. Donc en multipliant ma concentration de la solution S par le volume de la solution S, je vais obtenir la masse de phycocyanine dans la solution S, puisque ça c'est la concentration massique de la phycocyanine. Donc CS fois V, ça va me donner la masse. Voilà. Et puis masse de spiruline. On va remplacer ça après. Donc, en gros, 12 multiplié par le volume, c'est 50,0. Je passe ça en litres. Et je divise par 5,0. Alors, pour ce qui est des unités, ici, tu es en milligrammes par litre. Là, on a dit qu'on se mettait en litres. Et là, la masse de la spiruline, tu peux laisser ça en milligrammes. Parce que milligramme sur milligramme, ça dégage. Litre moins 1 fois litre, ça dégage. Et il va bien te rester une teneur sans unité. Parce que c'est comme en pourcentage. Toujours vérifier les unités. C'est vraiment essentiel de savoir faire ça. C'est pour ça que je t'ai parlé d'analyse dimensionnelle. C'est pour ça que je t'ai remontré tout à l'heure. Et si tu trouves encore une fois que ces petits tips que je te rajoute dans les vidéos sont bien, bah partage-le autour de toi. C'est pour ça, parle de cette chaîne à tes copains, à tes copines, à tes camarades. Comme ça, tu peux faire connaître toutes ces choses, toutes ces subtilités au plus grand nombre. C'est bien aussi, non? Donc 0,12, ça fait quoi? Si j'ai une teneur de 0,12, ça veut dire que j'ai une teneur massique de 12%. Teneur massique, 12%. Ça appartient bien à l'intervalle 10%, 15% dont on nous a parlé dans l'énoncé. Voilà, on ne nous avait pas vendu du rêve. Effectivement, on a bien retrouvé ce qu'on devait retrouver. On est heureux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'espère que cet exercice t'a plu. Voilà, si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je ne vais pas te le répéter encore une fois. Si tu veux avoir plus d'exercices de ce style-là, mais ils ne sont pas sur ma chaîne, évidemment, il n'y en a que quelques-uns. Mais si tu en veux vraiment beaucoup pour t'exercer à balle, et aller taper de très bonnes notes, tu vas sur mon site, Exobilan, et puis tu regardes ce qu'il y a, tu regardes comment ça se passe. Et si ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à t'abonner. Ce sera vraiment une bonne chose, je pense, pour tes notes parce que ça fonctionne réellement. Ok ? Voilà, fin de la vidéo et bah, je te souhaite bon courage, travaille bien. À très bientôt. Ciao.